Gilles Craspail, bonjour et merci d'accepter de venir à notre petite radio pour, pendant quelques minutes, répondre à nos questions. Alors Gilles Craspail, je détaillerai tout à l'heure votre titulature, mais vous êtes surtout au micro de notre radio web en tant qu'adjoint à la mairie en charge de l'éducation. Nous reviendrons sur vos autres fonctions. Alors, si vous voulez, comme le faisait notre maître à tous dans l'art d'interviewer, Jacques Chancel, le Haut-Pyrénéen bien connu, on pourrait commencer tout simplement par vos origines géographiques, familiales, votre enfance malheureuse, heureuse, etc. Donc, que diriez-vous de cette période de votre vie ? Alors, tout d'abord, bonjour. Merci, Monsieur Soulet, de m'avoir invité à cette participation. Bon, je vais essayer d'être relativement court, parce que quand on commence à parler de soi-même, ça peut durer très longtemps. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées. Alors, comme toujours, c'est jamais si simple, parce que quand on dit originaire, on a deux parents en général. Oui, on a souvent. un père, une mère, qui eux-mêmes ont des parents, donc les origines. Alors, si je prends l'origine paternelle à laquelle je me réfère en général, mes origines, c'est Ferrières, à la limite entre les Hautes-Pyrénées et la Bigorre et le Béarn. La vallée de l'Ouzon. Voilà. Et pour mes grands-parents, finalement, pour rejoindre Tarbes, c'était plus facile de passer par Naï que de venir par Lourdes. Le col du Soulor. Exactement. Voilà. Donc mes origines, on va dire que c'est celle-ci. Ensuite, moi je suis né à Tarbes. J'ai fait mes études au lycée Théophile Gautier. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, à la suite de laquelle j'ai poursuivi des études à l'université, à Paul Sabatier, et je le fais en cours, mais j'ai passé une agrégation de mathématiques qui m'a amené dans mon premier poste à Lille. Et ensuite, vous êtes venu à l'école d'ingénieur à Tarbes, non, comme professeur? Alors, non pas du tout, parce que j'ai fait quelque chose, alors là, par contre, qui est peu commun, c'est que, ayant été nommé dans un premier poste à Lille, alors je peux vous faire une confidence, si vous voulez. Pourquoi à Lille? Comment ça se fait? Bon, vous savez qu'au début, les nominations des professeurs se font sur un système de points. Quand on démarre, on n'en a pas beaucoup, donc on ne peut pas être très exigeant. Et souvent, ça permettait de nommer les gens au-dessus de la Loire. Et en général, personne ne demandait ce genre de poste pour justement en espérant être le plus proche possible de là où on était originaire. Ça n'a pas été mon cas du tout. Moi, j'ai demandé Lille. J'ai demandé Lille parce que mon idée, c'était à ce moment-là de ne pas me retrouver en pleine campagne, vous voyez, genre au fin fond de la Normandie. Et je me suis dit, Lille, je savais que le département du Nord, c'était le plus déficitaire. Donc j'avais vraiment toutes les chances que mes vœux soient satisfaits. Et du coup, ça pouvait me laisser espérer, ce qui a été le cas, que je serais à Lille même, sachant qu'il y avait une université. Et mon but, c'était de rester proche d'une continuation d'études, ce que j'ai fait une fois là-bas. Et vous étiez au lycée Fédère, non Non. Mon premier poste, j'ai été nommé dans un collège à la frontière belge, à Leuin, et j'ai continué des études universitaires. Je fais un début de thèse que je n'ai pas pu terminer, je vais vous dire pourquoi, à l'université Lille 1. Donc j'y suis resté 3 ans. Et ce qui est peu commun, c'est que, je fais, pour des raisons familiales, une demande de rapprochement de conjoint, enfin pas de conjoint, oui de conjoint, mais enfin, je voulais me rapprocher ici parce que je m'occupais de ma grand-mère qui était assez âgée, qui n'avait plus que moi, parallèlement, j'avais fait un dossier de demande de classe préparatoire, qui sont des postes à profil, en me disant que de toute façon, j'avais zéro chance d'être retenu.
Et contre toute attente, c'est pas ce qui s'est passé. Et un inspecteur général bien luné, s'inquiétant en fait du fait que dans mon mouvement normal sur les postes usuels, je me retrouverais si on laissait faire le mouvement à Bordeaux lors de cette demande de mutation, m'appelle un jour et me dit Monsieur Craspail, nous sommes embêtés à l'inspection générale. C'est un peu comme si le président de la République m'avait téléphoné, j'étais extrêmement impressionné. Nous sommes très embêtés parce que on sait que vous aurez un lycée à Bordeaux et nous, on avait prévu de vous nommer sur le lycée Baggio en classe préparatoire HEC à Lille. Et donc, on ne voudrait pas se retrouver avec la classe préparatoire sur les bras et que vous nous fassiez défection. Alors, j'étais très, très ennuyé parce que ma grand-mère habitait Tarbes. Oui, Bordeaux, c'était mieux. Alors, je commençais à expliquer à ce brave homme que, en fait, je n'avais pas demandé Bordeaux, que j'avais demandé Toulouse. Et ça lui a fait un déclic. Il me dit « Ah, mais vous avez demandé Toulouse. Alors, j'ai peut-être une possibilité, une option qui va s'ouvrir. Et ce n'est pas un cadeau, il me fait. C'est pas un cadeau, on a l'intention d'ouvrir une classe préparatoire HEC à Tarbes, au lycée Théophile Gautier. Est-ce que ça vous intéresse ?» Voilà, vous savez tout. Très bien. Bon, et on en arrive à une question fondamentale. Pourquoi pas l'histoire, comme tout le monde, au lieu des mathématiques? Non, pourquoi les mathématiques? Non, mais moi, je suis un scientifique de base. Donc, dans ma jeunesse, collège, début du lycée, on va dire, j'étais très très curieux des phénomènes de la nature, donc que j'assimilais à la physique, c'est-à-dire comment le monde se comporte. Et curieusement, là aussi, j'ai fait une démarche totalement absurde et pas naturelle. C'est que je me suis rendu compte, dès les premiers cours de physique en seconde, que, ma foi, c'était bien la physique, mais pour comprendre la physique, il fallait utiliser des formules mathématiques. Donc je me suis dit, faisons les choses en ordre. Pour pouvoir comprendre la physique, il faut d'abord comprendre les mathématiques. Et je suis devenu prof de maths, enfin, j'ai eu une agrégation de mathématiques. Suite à ça, en fait, il semble que j'ai quand même plus de facilité avec les mathématiques qu'avec la physique. Et au lycée Théophile Gautier, M. Boulmier n'était plus professeur à l'époque, non? Non, il n'était plus professeur. D'accord. Donc, mais enfin, vous avez eu des professeurs qui, en mathématiques, vous ont quand même soutenu, vous ont tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance en terminale C, puisqu'à l'époque, les filières étaient très catégorisées, beaucoup plus que maintenant, d'avoir Jean Joannard, qui était, et Francis Sylvestre. Ah oui, en philosophie. Qui faisait la philosophie, et tous les deux faisaient la paire, c'est pour ça que je cite les deux. Très bien. Bon, donc nous voilà un peu plus renseignés. Votre père, qu'est-ce qu'il avait comme profession? Mon père était photographe de rue en fait. Ah oui. Mais j'ai eu la malchance, si je puis dire, de le perdre relativement jeune, puisque je devais avoir 23 ans et lui 52. Voilà, donc... D'accord. Donc c'est pour connaître un peu s'il y a des continuités. Non, pas du tout. Mon père était photographe, ma mère était secrétaire de direction à la Socata à l'époque. Très bien. Rien à voir. Alors, si vous voulez, avant de parler d'éducation à proprement parler, je vous propose que nous envisagions un petit peu la politique. Donc, vous êtes actuellement, je l'ai dit, adjoint à la mairie de Tarbes, vous êtes conseiller départemental, Tarbes 2, je crois, vous êtes conseiller communautaire de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et vous appartenez au Parti radical. Vous êtes présenté pour les sénatoriales il y a quelques années. Bon,
Donc, la politique vous intéresse, et ce n'est pas un péché, loin de là. La politique vous intéresse. Alors, ma première question, c'est pourquoi le Parti radical dans les Hautes-Pyrénées, ce parti est encore important, il fait même la pluie et le beau temps un petit peu, mais comme vous le savez mieux que moi peut-être, à part la Corse peut-être, ce parti est en voie un peu d'extinction. Alors qu'est-ce qui peut attirer dans ce parti quelqu'un de relativement jeune et voilà. Oui, je fus relativement jeune à l'époque où j'ai commencé au Parti radical. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Alors, la raison pour laquelle, puisque il y a au moins une chose certaine, c'est ma fidélité au Parti radical. Je suis rentré au Parti radical en 2099, exactement, et je ne l'ai jamais quitté ni depuis. Alors, pour vous dire le pourquoi, à l'origine, j'étais un peu intéressé par la politique et j'ai commencé à m'y intéresser particulièrement en 95, parce qu'en 95, un ami à moi m'avait suggéré de participer à la liste des municipales qu'avait montée Gérard Trémège. Donc on se connaissait, c'était un prof de maths du coin, et plutôt modéré, on va dire, centriste au sens large. Bon, moi, philosophiquement parlant, je suis quelqu'un qui se veut modéré. J'ai eu comme beaucoup, on va dire, dans ma jeunesse quelques égarements, mais ça permet de mieux, vous savez, c'est comme les ressorts en physique, ça permet de mieux rejoindre les positions d'équilibre, donc centrales. Et je rejoins l'équipe de Gérard Trémège en 95. Et suite à ça, je m'intéresse un peu à, du coup, on ne gagne pas, hein, cette année-là, on ne gagne pas l'élection. Et quand on a fait une élection, quand on a participé à une élection, souvent, je l'ai constaté pour d'autres, on est un peu piqué par le virus. Et on n'a pas envie que ça s'arrête. On a été sous tension pendant quelques semaines et souvent la chute est dure. Là, donc on a envie de continuer, pas forcément dans l'activisme, mais au moins dans les idées. Donc c'est ce qui s'est passé et mon premier contact et ma première carte politique, je l'ai pris au CDS. À l'époque, donc le CDS ici, c'était Philippe Douste-Blazy et déjà François Bayrou. Donc au CDS, pour l'action politique, ça me convenait parce que c'est un parti modéré et centriste, donc moi ça me correspond à ma façon de voir. Mais j'ai eu l'opportunité, on va dire, de rejoindre le Parti radical à la suite du retrait de Jean Journet, qui en était le président à cette époque-là. Et j'ai de suite plongé dans l'opportunité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le CDS, ça me convenait sur l'action, comme je vous dis, modérée. Mais le CDS, c'est l'équivalent de la démocratie chrétienne en France. Par contre, le Parti radical, si je dois faire un parallèle, ce sont les républicains laïcs. Donc vous voyez, là, entre les démocrates chrétiens et les républicains laïcs, on est quasiment en quadrature, on est quasiment en opposé. Et personnellement, je suis quand même plus sensible et à la République plutôt qu'à la démocratie, et à la laïcité plutôt qu'aux valeurs chrétiennes. Et ce que je ne comprends pas bien, c'est par rapport à Jean Journet. Vous dites compte tenu du retrait ou du départ de Jean Journet. Jean Journet, on ne s'en souvient peut-être pas, mais en 99, avait été très déçu
Très déçu parce que il y avait eu une élection, je n'ai plus trop en mémoire, mais il y avait eu une élection et il avait demandé une investiture au Parti radical qu'il ne lui avait pas donnée. Donc à cette époque-là, il s'était éloigné du Parti radical parce qu'il avait considéré avoir été trahi par les instances parisiennes et il s'était rapproché de Pasqua et des souverainistes, ce qui est aux antipodes du Parti radical, qui est un parti pro-européen. Et de Jacques Longuet. Et donc il avait quitté le Parti radical, et c'est pour ça que je dis ça. Entendu. Bien, donc vous connaissiez, vous avez bien sûr entendu parler de René Billère, et vous sentez à l'aise par rapport à cet homme, par rapport à... il n'y a aucune arrière-pensée. Moi, je trouve que M. Billère était quelqu'un de très honnête et tout, parce que la manière dont je le formule, on dirait, pas du tout, mais je veux dire, vous vous sentez bien quand même dans ce parti. Vous n'avez pas hésité par rapport aux Valoisiens, par rapport... lorsqu'il y a eu cette rupture. Puis après, on va passer à l'éducation. Oui, bon, pour clore, et peut-être pour donner, ou rafraîchir la mémoire à ceux qui nous écouteraient et peut-être pour informer les autres, je vous rappelle que le Parti radical est un parti qui a marqué l'histoire de France, qui, je ne veux pas remonter aux origines, mais au moins après la guerre, a été le parti qui a été aux affaires de la France sous la 4e République, donc jusqu'en 1958, et qui, à partir de 1958, a été un parti dans une, on va dire, semi-opposition par rapport au général de Gaulle. Alors je passe les événements, et jusqu'en 71, 72. 71, c'est le congrès d'Épinay où se fonde le nouveau Parti socialiste et où François Mitterrand apparaît en tout cas, pas apparaît sur la scène politique, il était déjà là depuis longtemps, mais a pris véritablement le poids qu'on lui a connu par la suite, et où il lance l'Union de la gauche. Et l'union de la gauche a été l'explosion du Parti radical, puisque le Parti radical, il n'y en avait qu'un, et les plus anciens comme moi s'en souviendront. Au moment, en 1972, se crée l'union de la gauche entre le Parti socialiste, le Parti communiste et ce qui s'appelait à l'époque le mouvement des radicaux de gauche, qui était en fait une fraction du Parti radical. Et donc le Parti radical s'est scindé en deux. Et on a tendance à dire qu'il y a donc un Parti radical de gauche, issu de cette mouvance, et puis le Parti radical qui a gardé la maison, en fait, au sens propre, puisqu'on a gardé la maison, le siège social rue de Valois. D'où le nom de Valoisien. Donc pour moi, il n'y a pas eu de problème, parce que de toute façon, j'étais plutôt positionné au centre droit, donc ça ne me posait pas de problème d'être de ce côté-là de la barrière. Alors, nous allons aborder maintenant la partie éducation. Vous êtes devenu un véritable spécialiste de l'éducation dans notre région. Auparavant, j'ai vu en consultant votre biographie que vous étiez membre du corps professoral d'une école d'ingénieurs située en Inde, ou alors c'est une erreur, l'école d'ingénieurs Academy of Technical Education, Bangalore. Non. Alors là, c'est une erreur. Vous m'apprenez quelque chose parce que... c'est les inconvénients, vous voyez, d'Internet. Bon. Alors, nous laissons l'Inde et nous revenons à Tarbes. Donc, vous êtes adjoint chargé donc de l'éducation, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la restauration collective. C'est cela, n'est-ce pas, toutes vos fonctions? Oui, tout à fait. Bon. Du point de vue de la commune, parce que j'aimerais surtout qu'on parle de l'enseignement supérieur, mais parlons d'abord de l'enseignement primaire que vous abordez dans vos fonctions de premier d'adjoint. Donc, un budget relativement important. Vous rappeliez dans un entretien ultérieur
un entretien antérieur, pardon, qu'un tiers du personnel municipal, c'est-à-dire 300 personnes, dépendait donc de ce budget, 27 écoles primaires à Tarbes, 3000 enfants scolarisés, et dans ce même entretien, vous disiez, tout ceci n'est pas tellement significatif, parce que il y a quand même, pour 80%, ce sont des postes fixes qui, le budget passe au bâtiment et au personnel. Ce qu'il y a de plus intéressant, les orientations particulières, c'est par exemple les actions pédagogiques que vous pouvez mener, les efforts que vous faites pour développer ce que vous appelez un projet éducatif local. Alors, pourriez-vous nous parler de cela, justement ? Oui, alors, il faut savoir que l'organisation administrative du pays fait que l'éducation dans notre pays est du ressort de l'État. Donc, par exemple, et à tous les niveaux. Par exemple, les enseignants, anciennement les instituteurs devenus professeurs des écoles, sont donc des fonctionnaires d'État, comme ensuite les professeurs dans les collèges, les lycées, etc. Ce qui fait qu'une mairie qui, comme on le sait, a dans ses compétences l'enseignement primaire, en réalité n'a pas l'enseignement primaire. Non. Elle a à gérer en fait les structures qui permettent de développer l'enseignement primaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et du point de vue du personnel, il n'y a pas le personnel auxiliaire, non ? Dans les cantines, tout ça, c'est quand même du ressort de la municipalité, non ? Voilà, la mairie gère le fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est évidemment les lieux d'accueil, donc les bâtiments, mais c'est aussi le personnel qui accompagne. Alors, sauf les enseignants. Mais c'est quand même le plus important, les enseignants. Mais sauf les enseignants. Donc, dans les écoles maternelles, ça veut dire qu'il y a les ATSEM sont des personnels municipaux. Et puis, évidemment, tous les personnels qui assurent l'entretien et qui font fonctionner les établissements sont des personnels municipaux. Donc, ça, c'est pour l'organisation, le principe. D'où les deux gros postes que vous avez rappelés à juste titre, dans un budget municipal que sont les postes liés à l'enseignement primaire, à savoir la structure, donc les bâtiments, et puis le personnel, mais pas enseignant. Bon. Ensuite, dans l'accompagnement, une municipalité a dans ses prérogatives la possibilité de participer, de soutenir des actions d'enseignement d'une part, mais ça reste relativement marginal puisque finalement ce n'est qu'à l'initiative des enseignants, essentiellement en tout cas, que l'on peut éventuellement accompagner. Je veux dire, si un enseignant veut faire une sortie scolaire, il faut qu'il trouve les moyens de se payer le transport, il faut qu'il, voilà, de ce genre de choses. La municipalité, en général, y pourvoit ou y participe en tout cas. Ensuite, vous avez parlé du projet éducatif local. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à côté de l'enseignement proprement dit, c'est-à-dire du temps scolaire, il y a d'autres prises en charge pour les enfants des écoles que l'on explicite sous le vocable un peu technique de périscolaire et d'extrascolaire. Le périscolaire, en fait, c'est toutes les activités qui sont autour du temps scolaire. Donc, c'est l'accueil, ce qu'on appelait autrefois des garderies, le matin et le soir, et puis entre midi et 2, pendant le temps de la pause méridienne. Et l'extrascolaire, c'est... les jeudis du ski. Oui, c'est, disons, donc aujourd'hui, effectivement, c'est les temps intermédiaires, y compris les petites et grandes vacances, les petites vacances surtout. Alors, le projet éducatif local, il a eu pour vocation, c'était l'objectif, de faire en sorte justement que les garderies ne soient pas des garderies, mais que pendant le temps d'accueil périscolaire, on puisse proposer aux enfants un accompagnement sous forme d'un projet éducatif, mais qui n'a pas une vocation scolaire directement, par contre, qui a une vocation
éducative et qui est censée venir s'adosser au projet scolaire de l'école. Donc on a mis en place un ensemble, une organisation sur la base du recrutement d'un certain nombre d'animateurs. On les appelle bien animateurs pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein. Ce ne sont pas des enseignants, ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là pour faire des cours en plus des cours, ce qui d'ailleurs n'est pas autorisé. Ils sont là simplement pour encadrer les enfants et leur permettre de s'éduquer au-delà de l'éducation scolaire proprement dite. Par rapport à la municipalité précédente, qui était celle de Raymond Erassaré, qui était lui-même, donc, par formation, qui était professeur des écoles, et qui s'est investi particulièrement là dans ce domaine. Si vous deviez citer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la municipalité Trémège, à travers votre action, puisque c'est vous le responsable, dans le domaine de l'éducation ? C'est un peu délicat cette question parce que je n'ai pas du tout envie d'égratigner Raymond Erassaré qui était maintenant, d'abord il y a prescription, hein, le temps est passé, donc on n'est plus à faire l'état des lieux. Ensuite, c'est vrai lorsqu'on est arrivé aux affaires en 2001, on a changé complètement notre fusil d'épaule. Le fonctionnement municipal pendant la période précédente, c'était plus l'accompagnement des équipes enseignantes, c'est-à-dire c'était au fond les écoles appartiennent aux enseignants, les enseignants enseignent et on fait en sorte qu'on facilite leur situation en tant que personne, en tant que personnel. Donc il y a eu comme ça un certain nombre, entre guillemets, d'avantages sur lesquels au fil du temps on est plus ou moins revenu. En contrepartie, nous on n'a pas mis l'accent là-dessus, on a mis l'accent sur les conditions d'accueil, sur le fait que pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, il fallait être dans un environnement favorable. Donc on a investi beaucoup plus que ce qui était fait jusque-là en matière d'équipement. Équipement d'abord immobilier, puis équipement tout court. Et puis on a lancé le projet éducatif local qui est venu en complément, mais qui était un projet municipal. C'est très clair. Petite question de curiosité. Hier, je me promenais dans Tarbes, il faisait très beau, c'était le jour de Pâques. Et je me suis arrêté un peu devant la façade de la nouvelle école Jean Massé Arago. Donc tout le monde loue ce projet. Je n'y suis jamais rentré, mais j'ai vu quelques reportages. Ce que je voudrais savoir, c'est d'où est partie l'idée de faire de cette nouvelle école, à l'emplacement d'ailleurs d'anciennes écoles, ce que Gérard Trémège a qualifié de la plus belle école d'Occitanie. Au départ, d'où c'est venu cette idée ? C'est très simple. Pendant les premières années, pendant on va dire le premier mandat, puis le deuxième mandat, on était taxé dans notre municipalité de vouloir absolument fermer l'école Jean Massé, qui était une école vétuste, ancienne, faite comme on faisait les écoles dans les années 30, 1930. Et donc, avec en plus une faiblesse dans les effectifs, donc très grand, avec peu d'élèves finalement, pas assez. Et donc, tout le monde s'imaginait qu'on fermerait cette école. J'avoue qu'au tout début, c'était pas idiot hein, comme idée, parce que bon, ça fait quand même un ensemble qui était considérable pour une efficacité discutable. Et puis, finalement, c'est un peu l'esprit de contradiction et l'idée du contre-pied qui a prévalu. C'est-à-dire de dire, on ne va pas la fermer. Mais si on ne la ferme pas, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on ne la ferme pas, la rénover, c'est quasiment impossible. Et donc, de fil en aiguille, on est passé de la rénover à la reconstruire.
C'est pas moi qui me plaindrai que vous ayez fermé l'école Jeanne Larocque pour que les élèves aillent à Jean Massé, puisque l'Université du Temps Libre va profiter de cette fermeture. Alors, l'enseignement secondaire, on n'en parle pas parce que donc ça ne fait pas partie des attributions municipales du tout. L'entretien, tout ça appartient au conseil régional. Donc. Alors, c'est faux. Non, petite nuance. Effectivement, ça fait peu partie de ce que la municipalité fait. L'enseignement secondaire, il y a deux parties. Moi, je suis conseiller départemental, donc je siège à ce titre dans un certain nombre de collèges, puisqu'il y a deux parties, les collèges et les lycées. Donc les lycées sont du ressort exclusivement de la région, mais les collèges exclusivement du département. Donc, et après, par contre, on a des élus municipaux dans les collèges et les lycées, mais c'est parce que finalement, dans la vie de tous les établissements qui sont implantés sur une commune, la commune intervient ici ou là, hein, sur les transports, la voirie, etc. Voilà. Très bien. Donc, vous avez, avant moi certainement, moi c'était en lisant le journal, mais appris avec plaisir que désormais au lycée Théophile Gautier, il y aurait donc une section internationale à base d'anglais. On passerait, j'ai appris ça par la presse. Oui. C'est important. Oui, c'est très important. Je relativise. Hein. Non, c'est très bien. Ça c'est la vie des établissements. Ça va, ça vient, si je puis dire. Hein. Aujourd'hui, entre le lycée Théophile Gautier, le lycée Marie Curie, voire le lycée Jean Dupuis, non, il y a une répartition. Donc le rectorat répartit les moyens et fait en sorte que chacun des établissements puisse trouver sa voie. Donc aujourd'hui c'est ainsi et ça ne préjuge pas de l'avenir. Alors nous allons passer à l'enseignement supérieur à Tarbes. Donc vous avez été, peut-être vous l'êtes toujours, directeur d'une association qu'on appelait le Centre universitaire de Tarbes Pyrénées, le CUP. D'abord, est-ce que ça existe toujours ? J'avais entendu dire que cette association avait des problèmes financiers et que donc elle se réunissait pratiquement pas. Et je rappelle, vous allez me corriger si c'est pas exact, que ce centre universitaire de Tarbes-Pyrénées avait pour objet de mettre en commun un certain nombre de problèmes des différents établissements d'enseignement supérieur à Tarbes, problèmes que la ville peut-être pouvait aider à résoudre. Alors, d'abord, c'est pas la ville là qui intervient. C'est moi effectivement, je suis resté 10 ans directeur du CUTP. Oui. Parce que le CUP, c'est pas très esthétique. C'est pas beau. Donc du CUTP, Centre universitaire Tarbes-Pyrénées. Alors, c'est une association qui a été créée en 2003 de mémoire par Claude Miqueux à l'époque. Et la raison, c'est que en 2000, il y a eu une tentative de création d'une université à Tarbes. Une université qui était créée puisque Claude Allègre, à l'époque ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, de l'éducation, avait signé le décret. Et son successeur, Jacques Lang, s'est assis dessus dans la foulée, ce qui fait que ce décret a été signé et oublié aussi vite. Mais du coup, ça a laissé quand même quelques ressentis ici, et il y a eu une tentative pour essayer de coordonner l'enseignement supérieur localement. Sachant qu'on a une école d'ingénieurs, qu'on a un IUT pour les établissements les plus importants, qui ont été rejoints par les STAPS, qui sont en fait une antenne de l'université de Pau et des Pays de la Dour. Donc ça fait que déjà 3 grandes entités, puis il y a aussi un IUFM devenu INSPE qui dépend de l'université du Mirail. Bon, il y a beaucoup d'établissements, il y en a d'autres. Hein. Au total, 5 à 6 000, combien il y a d'étudiants à Tarbes ? Moi, à l'époque, j'avais évalué à 6 000 étudiants, oui. Mais ça mérite d'être un peu expliqué. Bon, si vous voulez, si on a le temps, je reviendrai rapidement. Donc, cette association, elle s'est substituée au fait qu'une université ne s'était pas créée.
Et elle avait pour objet de coordonner en fait l'enseignement supérieur et la recherche. L'enseignement supérieur surtout sur le site, sur le département, on va dire, pour faire simple. Alors, Claude Miqueux est resté directeur jusqu'en 2009, et puis un jour il est venu me voir, j'étais professeur à l'époque en classe préparatoire au lycée Théophile Gautier. Il m'a dit, écoute, moi je vais me prendre ma retraite si je vois que toi, enfin en tout cas je te propose de prendre la suite. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur du centre universitaire, j'ai laissé mon poste. Le recteur de l'époque, c'était en fait un poste qui était mis à disposition de l'association, mais pas à temps plein. J'étais sur un demi-poste, comme lui, hein. J'étais sur un demi-poste. Et donc, ce qui répond aussi à des questions que certains se posent, à moitié, donc, je faisais ça, à moitié, j'ai été mis à disposition de l'école d'ingénieurs. Et c'est comme ça que je suis devenu chargé de cours, on va dire, à l'école d'ingénieurs. Bon. Sur ce qui est du CUTP, donc, l'association a vécu à peu près 20 ans, et puis en 2018-19, moi j'ai pris ma retraite aussi, et donc il a fallu pourvoir. Or, le problème, c'est que pendant 20 ans, le rectorat a mis à disposition un poste sur les moyens du rectorat. Et la question qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce qu'on continue ? Et les recteurs, au début, c'était l'enthousiasme. 20 ans après, les recteurs qui se sont succédés ont considéré que ça commençait à... C'était plutôt... Ça mangeait des moyens du rectorat. Et donc, en 20 ans, ces acteurs locaux tarbais auraient pu trouver une solution pour pérenniser, en fait, cette structure, et en particulier le fameux poste. Bon, comme ça ne s'est pas fait, comme des tentatives diverses n'ont pas abouti, il s'est avéré qu'à mon départ, après un petit laps de temps de quelques mois, ce poste a été retiré. Alors, le CUTP existe formellement, l'association n'a pas été dissoute, puisque en réalité, les adhérents du CUTP, ce sont les établissements, ce sont des établissements. En réalité, tout établissement qui a une qualité dans l'enseignement supérieur, donc ça peut être un lycée qui a des BTS, par exemple, fait partie de l'association, ou l'enseignement consulaire, par exemple, font partie de l'association. Il y a une petite cotisation, mais bon, font partie de l'association. Et aujourd'hui, pour compenser, pour quand même piloter cette association, eh bien, les établissements se sont organisés et ont décidé que c'est le directeur de l'école d'ingénieurs qui officiellement est le directeur du centre universitaire, sachant qu'il y a aussi un président, et que le président, c'est le président de l'Université fédérale de Toulouse. D'accord, c'est très clair. Alors, arrivons à ce projet qui semble en voie de réalisation sous peu, de la création d'une université de technologie à Tarbes. Où en est vraiment, est-ce que ce projet, d'après vous, va se réaliser dans un avenir proche? Et 2, quels seraient les avantages pour les établissements, pour, mettons, l'école d'ingénieurs, parce qu'on peut voir quelques inconvénients au départ, pour l'école d'ingénieurs, pour l'IUT, et les avantages pour Tarbes? Alors, est-ce que le projet, d'abord, est vraiment, est-ce qu'on parle de quelque chose qui va se faire? Alors, aujourd'hui, c'est un projet qui est en voie d'aboutissement. Et c'est un projet qui est un projet que moi je considère comme très important pour le territoire et pour l'enseignement universitaire ou supérieur de la région, qui est bien parti, puisque d'emblée, il a recueilli l'assentiment en fait, de tous les acteurs, déjà de tous les acteurs politiques, ce qui n'est pas si simple que ça. Quand je dis les acteurs politiques, ça représente donc la communauté d'agglomération qui a une compétence en matière d'enseignement supérieur et le maire de Tarbes. Ça représente, c'est aussi le conseil départemental, même si lui n'a plus de compétences en matière d'enseignement supérieur, mais c'est un acteur essentiel dans le département. Et le conseil régional, qui est l'élément fort
dans l'organisation de l'enseignement supérieur, puisqu'il a à sa charge de coordonner, en fait, de mettre en place le schéma directeur de l'enseignement supérieur sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc les trois collectivités se sont rapidement mis d'accord sur l'opportunité d'un tel projet. Là-dessus, ce projet s'est mis en place, enfin en tout cas, s'est construit sur donc l'initiative des acteurs politiques, évidemment en s'associant immédiatement aux acteurs universitaires. C'était impensable autrement. Or, la conjonction s'est faite très facilement. Pourquoi ? Parce que l'école d'ingénieurs avait déjà statué en tant qu'école d'ingénieurs, tout en gardant son statut d'école d'ingénieurs, pour devenir ce que l'on appelle un ESCP. C'est-à-dire, en fait, un changement de statut, avait déjà prévu un changement de statut. Ce changement de statut aurait conféré à l'école d'ingénieurs des possibilités qui auraient rapproché, en fait, son fonctionnement d'un fonctionnement universitaire, en particulier par rapport à la recherche. Donc, la conjonction s'est faite très facilement, parce que l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire à Tarbes pour faire évoluer l'organisation universitaire locale, eh bien, tout naturellement, au niveau de l'école d'ingénieurs comme au niveau politique, l'idée de dire mais allons un peu plus loin et non seulement donnons des prérogatives supplémentaires à l'école d'ingénieurs, mais carrément transformons l'école d'ingénieurs en université de technologie. Alors, l'idée de l'université de technologie, elle s'est imposée presque immédiatement, et du coup, si une université de technologie apparaissait évidemment à Tarbes, ça ne pouvait pas se faire sans l'IUT. Donc, la principale difficulté, la grosse difficulté, c'était d'intégrer l'IUT. Pourquoi ? Parce que l'IUT n'est pas un établissement autonome. L'IUT est une antenne d'une université déjà, et de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Donc, on ne peut pas, en quelque sorte, absorber. On ne va pas jouer Poutine qui envahit l'Ukraine, donc on ne peut pas absorber l'IUT parce qu'on en a décidé ainsi. C'est pas comme ça que ça marche. Et on ne peut pas, comme vous dites, déshabiller l'université à l'insu de son plein gré. Bon. Donc on s'est mis, et surtout le directeur de l'école d'ingénieurs, on a lié très vite des liens avec le président de l'université Paul Sabatier, qui au départ, je vous avoue que on a été reçu un peu fraîchement, c'était pas spontanément, mais c'est compréhensible. Par contre, très vite, une fois qu'on en a eu discuté, très vite, j'avoue que le président de l'université Paul Sabatier, Jean-Marc Brotteau, s'est révélé être un soutien précieux et a vu l'intérêt, on peut dire l'intérêt général, qu'il y avait à ce projet-là, que finalement c'était plus pertinent, si une université pouvait exister, d'avoir une gestion locale plutôt qu'une gestion à distance, et que pour l'université Paul Sabatier, ça pouvait être un atout, et que pour Tarbes, ça pouvait être un atout. Donc c'était gagnant-gagnant. Et les STAPS, l'université de Pau accepterait là aussi de céder les STAPS ? Non, là c'est différent. Donc l'université de technologie, c'est une finalité bien particulière, et ça s'est construit. Évidemment, on est allé voir Laurent Borde, le président de l'université de Pau et des Pays de la Dour, pour lui faire état du projet que l'on avait. Mais là, on n'est pas du tout sur le même plan. D'abord, il n'est pas question d'intégrer les STAPS. Les STAPS sont pas... même si on peut... Aujourd'hui, tout est scientifique. Hein, même l'histoire devient scientifique. Mais... les STAPS dépendaient du département d'histoire de l'université. Voilà, absolument. Et c'est pour ça que j'ai la faiblesse de penser que c'est un peu plus littéraire que scientifique quand même. Mais là, dans l'université de technologie, évidemment, il y a pertinence à ce qu'il y ait des acteurs avec une certaine cohérence. Donc on voit bien qu'un IUT, un institut universitaire de technologie, et une école d'ingénieurs, c'est complémentaire. C'est complémentaire, exactement. Par contre, les STAPS, non. Et
on ne s'est pas embarqué dans l'idée de déshabiller l'Université de Pau, d'autant qu'il faut savoir que le STAPS de Tarbes est aujourd'hui complété par une antenne à Anglette, et donc ça n'aurait aucun sens, et ça poserait un vrai problème. Donc, bon, il n'est pas question d'intégrer, mettons, l'école d'infirmières dans cette université de technologie non plus. L'université de technologie de Tarbes, si je vous suis bien, comprendra 2 anciens pôles, l'ENIT et l'IUT. Oui. Et des classes préparatoires, peut-être. Non, a priori. Non, a priori. Non, c'est comme les BTS, on ne va pas enlever au lycée les BTS. Non, par contre, vous me demandez l'intérêt. L'intérêt, il n'est pas simplement de 2 faire 1. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est pas ça du tout. Parce que le projet, c'est que l'IUT reste un IUT, c'est que l'école d'ingénieur reste une école d'ingénieur. Ah bon. Et donc, l'université de technologie serait une sorte de chapeau qui viendrait englober 2 établissements qui auraient une certaine autonomie à l'intérieur, une école d'ingénieur d'un côté et un IUT. Mais le gros intérêt d'avoir une université, c'est de pouvoir, en fait, une autonomie sur les enseignements. Et donc, demain, de pouvoir avoir à Tarbes, en tout cas de pouvoir construire à Tarbes, des voies d'enseignement supérieur complète. Voilà. Et complète, ça veut dire d'un premier cycle jusqu'au doctorat. Et en accord aussi avec les spécialités locales, peut-être. Absolument, oui, c'est pour ça. Avec la connotation université de technologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une université généraliste. C'est pas ça qu'on sait construire. Et c'est évidemment ce qui a permis à ce projet de se développer avec autant de soutien. Parce qu'on aurait voulu créer à Tarbes une université générale. On aurait eu l'opposition et de Pau et de Toulouse, ça c'est sûr. Merci Gilles Craspail.